en 48 avant notre ère. Égypte, le bout du monde, terre des dieux anciens et des jeunes rois perfides. Une misérable barque de pêche poissée, puant le poisson et le désespoir, approchait lentement de la rive limoneuse près de Péluse, l'avant-poste oriental du royaume des Ptolémées. À son bord était assis un homme qui, il y a peu encore, était le maître du monde. Il regardait en silence la rive inhospitalière, sur laquelle se dessinaient les silhouettes de quelques soldats. Il ne voyait ni garde d'honneur, ni délégation de courtisans vêtus de blanc, seulement de l'indifférence et une menace à peine dissimulée. Cet homme était Gnaeus Pompeius, surnommé Magnus, ce qui signifie le grand. L'homme à qui Rome avait accordé 3 fois le triomphe, le plus grand honneur accessible à un mortel. L'homme qui avait purgé la mer Méditerranée du fléau des pirates, conquis l'Orient de l'Arménie à la Judée et rapporté au trésor de la République des richesses incalculables. L'homme dont le nom faisait trembler les rois et dont les portraits, le représentant avec une mèche de cheveux rejetée en arrière à la manière d'Alexandre le Grand, ornaient les maisons de toute la Méditerranée. Quelques semaines auparavant encore, il commandait une immense armée, 2 fois supérieure en nombre à celle de son ennemi. Derrière lui se tenait la loi, le Sénat, toute la noblesse et, comme il lui semblait, la puissance même de la République romaine. Mais sur les champs poussiéreux de Pharsale en Grèce, la fortune militaire qui l'avait accompagné toute sa vie l'avait trahi. Un seul génie s'était révélé plus fort que des légions, et ce génie était Caius Julius César. Maintenant, Pompée était un fugitif. Son armée était en déroute, ses partisans dispersés, ses espoirs piétinés. L'Égypte, où régnaient les enfants du roi Ptolémée Aulète, qui lui devait son trône, était son dernier espoir. Il y cherchait non seulement un refuge, mais aussi une base pour rassembler de nouvelles forces et poursuivre la lutte pour le monde qu'il connaissait. La barque toucha la rive. On lui tendit la main. Il reconnut l'un de ceux qui l'accueillaient, Lucius Septimius, un Romain qui avait autrefois servi sous ses ordres au grade de tribun militaire. Un visage familier parmi des étrangers. Peut-être une lueur d'espoir. Pompée fit un pas sur le sable, et au même instant, derrière son dos, l'acier brilla. Une épée s'enfonça sous ses côtes. Il ne cria pas, il ne supplia pas qu'on l'épargne. Le grand Pompée, conquérant de l'Orient, se contenta de rabattre silencieusement sa toge sur sa tête, comme l'exigeait la coutume romaine, pour que personne ne voie l'expression de son visage au moment de la mort, pour affronter la fin avec dignité. Il tomba sur le sable, et les assassins se jetèrent sur lui, lui coupant la tête. Son corps décapité fut abandonné sur le rivage, à la merci des vagues et du vent, jusqu'à ce que son affranchi rassemble les débris d'une barque de pêche brisée pour élever pour son maître un bûcher funéraire. Comment un homme qui avait atteint des sommets si vertigineux a-t-il pu tomber si bas? Comment celui qu'on appelait l'Alexandre le Grand d'Antoge a-t-il fini sa vie sur une plage égyptienne déserte, tué par des mercenaires sur l'ordre des eunuques de la cour d'un roi de 13 ans? Pour comprendre cette tragédie, nous devons remonter aux origines, au chaudron bouillonnant de la République romaine tardive, à une époque où les anciennes lois mouraient et où les nouvelles n'étaient pas encore nées. À l'époque des titans qui déchiraient la plus grande puissance du monde antique. Ceci n'est pas simplement l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'une ascension vertigineuse et d'une chute fracassante. C'est l'histoire de Gnaeus Pompeius Magnus. Pour saisir l'essence de Pompée, ses ambitions, ses triomphes et sa défaite finale, il faut d'abord comprendre le monde qui l'a engendré. La Rome de la fin du IIe, début du 1er siècle avant la naissance du Christ était un colosse aux pieds d'argile. Ce n'était plus la modeste république paysanne qui avait conquis l'Italie, unie par une menace commune et des valeurs partagées. C'était une gigantesque puissance méditerranéenne, s'étendant de l'Hispanie à l'Asie mineure, de la Gaule à l'Afrique.
Mais son système politique, conçu pour gouverner une seule cité-État, était désespérément obsolète et se fissurait sous le poids de ses propres conquêtes. Pendant des siècles, la pierre angulaire de la République avait été l'équilibre des pouvoirs entre le Sénat, l'élite aristocratique et les assemblées populaires ou comices. Mais cet équilibre était désormais rompu. D'immenses richesses, affluant à Rome des provinces conquises sous forme d'impôts, de contributions et d'esclaves, se concentrèrent entre les mains de quelques centaines de familles sénatoriales. Elles achetaient des terres dans toute l'Italie, créant de gigantesques latifondia, c'est-à-dire des domaines de la taille de petites villes exploités par des milliers d'esclaves. Les petits fermiers, base historique de l'armée et de la société romaine, étaient ruinés. Ils ne pouvaient concurrencer le travail servile bon marché et le flot de céréales provenant des provinces. Ayant vendu leurs parcelles, ils affluaient à Rome, grossissant les rangs d'un prolétariat urbain misérable, sans emploi et aigri. Rome elle-même était devenue un chaudron bouillonnant. C'était une ville de contraste où les villas de marbre des aristocrates côtoyaient des insulets, immeubles de rapport délabrés de plusieurs étages, où s'entassaient les pauvres dans la promiscuité et l'insalubrité. Les rues étroites et sales étaient constamment encombrées. La bousculade, le bruit, la menace des incendies et des effondrements rendaient la vie insupportable et dangereuse. Cette immense masse anonyme de gens, arrachée à ses racines, devint un instrument idéal pour les manipulations politiques. Ce prolétariat n'avait rien d'autre que sa voix aux élections et était prêt à la vendre à quiconque promettait du pain et des jeux. Sur ce terreau, un nouveau type de politicien apparut, les populaires, ou partis populaires. Ils s'adressaient directement à la foule, contournant le Sénat, faisant passer par les assemblées populaires des lois sur la distribution de terres et de pain à bas prix. Leurs adversaires étaient les optimates, c'est-à-dire les meilleurs, l'aristocratie sénatoriale conservatrice, qui s'accrochait désespérément à ses privilèges et à l'ordre ancien. La lutte politique se transforma en une véritable guerre. Les tentatives des frères Tiberius et Caius Gracchus en 133 et 123 avant notre ère de mener des réformes agraires se soldèrent par leur assassinat brutal. Les rues de Rome, qui n'avaient pas vu de massacre fratricide depuis des siècles, furent pour la première fois baignées du sang de citoyens. Une ligne sacrée avait été franchie. Mais le coup le plus terrible porté à la République vint de l'homme qui, semble-t-il, aurait dû la sauver. Caius Marius. Général de génie, issu d'une famille modeste, 7 fois consul. À la fin du IIe siècle, il sauva Rome de l'invasion des tribus germaniques des Cimbres et des Teutons. Pour ce faire, il mena une réforme militaire qui eut des conséquences profondes et fatales. Auparavant, l'armée était une milice citoyenne, où seuls les citoyens possédants, capables d'acheter leur propre armement, étaient enrôlés. Marius, confronté à une pénurie de soldats, commença à recruter dans les légions des prolétaires sans terre. L'État leur fournissait désormais armement et soldes. Mais surtout, le général leur promettait une part du butin et une parcelle de terre à la fin de leur service. Cela créa une armée professionnelle mais extrêmement dangereuse. Les soldats étaient désormais fidèles non pas à une république abstraite ou à un sénat impersonnel, mais à leur général, qui était le seul garant de leur avenir. L'armée se transforma en un instrument politique. Celui qui avait les légions avait le pouvoir réel. L'affrontement entre Marius, chef des populaires, et son jeune et ambitieux rival de l'ancienne famille aristocratique des Cornélii, Lucius Cornelius Sylla, chef des optimates, dégénéra en la première guerre civile à grande échelle de l'histoire de Rome. En 88 avant notre ère, Sylla, ayant reçu le commandement de la guerre contre le roi Mithridate, puis en ayant été dépossédé à la suite des intrigues de Marius, commit l'inouï. Il mena son armée sur Rome même, violant la loi sacrée qui interdisait à un général d'introduire des troupes dans la ville. C'était un Rubicon franchi bien avant César, s'ensuivirent des années de terreur sanglante.
Marius et ses partisans, s'emparant de Rome en l'absence de Sylla, massacrèrent les Optimates. Puis Sylla, revenant victorieux de l'Orient en 82, répondit par une terreur encore plus effroyable. Il introduisit les proscriptions, c'est-à-dire des listes de ses ennemis déclarés hors la loi. Cela changea la trame même de la société romaine. Désormais, la dissidence politique était punie de mort sans procès. Le voisin dénonçait son voisin, l'esclave son maître. Les têtes des tués étaient exposées sur le forum, semant la terreur dans le cœur des citoyens. La jeune génération à laquelle appartenait Pompée grandit dans une atmosphère où la loyauté primait sur la loi et où la violence était l'argument politique le plus efficace. Ils virent comment l'on pouvait tout perdre en un jour et le lendemain s'enrichir fabuleusement sur le malheur d'autrui. C'était une époque de cynisme et de possibilités illimitées pour ceux qui étaient assez audacieux et cruels. N'importe qui pouvait tuer une personne de la liste et recevoir une récompense, et ses biens étaient confisqués. Rome se noya dans le sang. Des milliers furent tués. Leurs fortunes passèrent aux mains des partisans de Sylla, parmi lesquels le jeune Marcus Licinius Crassus, qui y bâtit sa fortune. C'est précisément dans cette époque terrible et tumultueuse, en l'an 106 avant notre ère, que naquit Gnaeus Pompeius. Il appartenait à la noblesse dite nouvelle. Sa famille était originaire du Picenum, une région rurale sur la côte adriatique de l'Italie. Son père, Gnaeus Pompeius Strabo, était un produit typique de son époque. C'était un très riche propriétaire terrien, un politicien et un général talentueux, mais extrêmement avide, rusé et sans scrupules. Pendant la guerre sociale qui se déroula de 91 à 88 avant notre ère, lorsque les alliés italiens de Rome se révoltèrent pour obtenir les droits de citoyenneté, Strabone commanda une armée romaine et se montra un chef militaire habile mais cruel. Il amassa une immense fortune et atteignit la plus haute magistrature, le consulat, en 429. Mais à Rome, on le méprisait pour ses origines provinciales, son avidité et sa duplicité. Il manœuvra entre Marius et Sylla, tentant de tirer profit de leur lutte, et finit par être haï des deux camps. Le jeune Pompée grandit dans l'ombre de son père puissant mais impopulaire. Il passa sa jeunesse non pas dans les écoles de rhétorique de Rome, mais dans un camp militaire. Ce fut une rude école. Dès son enfance, il s'habitua à la discipline, à la vue du sang, aux difficultés de la vie de campagne. Il vit comment son père commandait les légions, comment il menait des négociations, tissait des intrigues. Il vit aussi le dévouement sans bornes des soldats pisantins à leur commandant et la haine de la noblesse romaine pour le parvenu. En 87 avant notre ère, lorsque les marianistes assiégèrent Rome, Pompée Strabone, avec son armée, se tenait aux portes de la ville, attendant et négociant avec les deux camps. Une épidémie éclata dans son camp, dont Strabone lui-même mourut. Sa mort fut accueillie à Rome avec jubilation. La foule s'empara de son corps et le traîna dans les rues. Le jeune Pompée, qui n'avait que 21 ans, se retrouva seul. Il hérita de l'immense fortune de son père et, plus important encore, de son vaste réseau de clients et de vétérans dans le Picenum, qui était dévoué à la famille Pompée. Il était jeune, beau. Plutarque dit qu'on le comparait à Alexandre le Grand, incroyablement riche et disposait d'une armée privée potentielle. Dans un monde où les anciennes lois ne signifiaient plus rien, c'était le principal capital, et il n'avait pas l'intention de laisser passer sa chance. Tandis que Sylla, après avoir vaincu le dernier grand ennemi de Rome en Orient, le roi du pont Mithridates, se préparait à retourner en Italie pour régler ses comptes avec ses ennemis marianistes, Rome était en proie au chaos. Après la mort de Marius en 86, ses partisans, Cinna et Carbo, prirent le pouvoir. Ils gouvernèrent en tyrans, sans tenir compte du Sénat. Toute l'Italie retenait son souffle, attendant l'inévitable guerre civile. Dans cette situation, la plupart des jeunes aristocrates s'enfuirent pour rejoindre Sylla en Orient, où se terrèrent,
attendant de voir de quel côté pencherait la balance. Mais Gnaeus Pompeius, âgé de 23 ans, agit différemment. Il accomplit un acte qui le distingua immédiatement de la masse et montra ses incroyables ambitions et son talent d'organisateur. Il n'attendit pas Sylla. Il décida d'amener lui-même une armée à son futur protecteur. S'appuyant sur l'immense influence de son père dans son Picenum natal, il annonça une levée de légions. C'était inouï. Un simple particulier, sans aucune charge officielle, créait sa propre armée. C'était un défi direct au pouvoir en place, un acte de rébellion. Les vétérans de son père, ses clients et ses tenanciers affluèrent en masse sous ses bannières. En peu de temps, ce jeune homme rassembla une armée de 3000 hommes, c'est-à-dire 3 légions complètes, entièrement équipées à ses frais. Les marianistes envoyèrent plusieurs armées contre lui, mais Pompée, faisant preuve d'un talent de commandement hors du commun, les écrasa les unes après les autres. Il agissait avec audace et détermination. Dans une bataille, il se lança personnellement à l'assaut, entraînant ses soldats qui fléchissaient. Après ses victoires, il rejoignit triomphalement l'armée de Sylla, qui venait de débarquer à Brynthe. Sylla, vieux vétéran aguerri, fut stupéfait. Devant lui se tenait un jeune homme qui, sans aucun ordre, de sa propre initiative, lui amenait toute une armée. Il se leva pour l'accueillir et, lorsque Pompée descendit de cheval, Sylla, voyant le respect que lui témoignaient ses soldats, ôta son chapeau et le salua du titre d'impérator, titre honorifique que les légions décernaient à leur général victorieux. À partir de ce moment, Pompée devint le bras droit de Sylla, son instrument le plus efficace et le plus cruel. Après la victoire de Sylla dans la bataille décisive de la Porte-Colline aux murs de Rome et la prise de la ville, commença l'ère des proscriptions et de la terreur. Et Pompée y prit une part très active. Il poursuivit et exécuta sans pitié les ennemis de Sylla. C'est pour cette cruauté qu'il reçut son premier surnom, qui en latin sonnait Adolescentulus Carnifex, ce qui se traduit par « le jeune boucher ». Sylla lui confia les missions les plus responsables et les plus sales. Sa première mission fut de nettoyer la Sicile des restes de l'armée marianiste, commandée par Cnaeus Papirius Carbo, un ancien consul. Pompée débarqua en Sicile et réprima rapidement la résistance. Carbo fut capturé. Pompée organisa un procès public où, comme l'écrit Plutarque, il fut à la fois juge et accusateur, puis il ordonna de l'emmener à l'écart et de l'exécuter. Cet acte suscita des murmures même parmi les partisans de Sylla. L'exécution d'un ancien consul, le plus haut magistrat de la République, sans procès, était une violation de toutes les traditions. Mais Pompée était implacable. De Sicile, Sylla l'envoya en Afrique, où s'étaient rassemblées les dernières forces marianistes sous le commandement de Cnaeus Domitius Ahenobarbus, gendre de Cinna. Pompée débarqua en Afrique, écrasa l'armée de Domitius dans une bataille décisive et poursuivant les ennemis, prit et incendia leur camp. En 40 jours, il nettoya toute la province. Ses soldats, admiratifs de ses victoires rapides et décisives, le proclamèrent de nouveau impérator. De retour à Rome, Pompée demanda à Sylla, qui était alors devenu dictateur à vie, une chose inouïe. Un triomphe. Le triomphe était le plus grand honneur militaire à Rome. Seul un magistrat, c'est-à-dire un consul ou un préteur, ayant remporté une victoire sur un ennemi extérieur, pouvait y prétendre. Pompée n'était ni magistrat, ni même sénateur. Il était un simple chevalier, un particulier. Ses victoires avaient été remportées non pas sur un ennemi extérieur, mais dans une guerre civile contre des citoyens romains. Sylla refusa d'abord, mais Pompée lui répondit avec audace de se souvenir que l'on adore plus le soleil levant que le soleil couchant. C'était une menace à peine voilée. Sylla, stupéfait de son insolence et voyant la dévotion de ses légions, fut contraint de céder. Il s'exclama « Qu'il triomphe !» En 81 avant notre ère,
Gnaeus Pompeius, âgé de 25 ans, simple particulier, célébra son premier triomphe. Il voulait entrer à Rome sur un char tiré par des éléphants rapportés d'Afrique, symbole de ses victoires, mais les éléphants ne purent passer par les portes étroites de la ville. Il fallut les remplacer en urgence par des chevaux. Ce triomphe était une violation de toutes les lois et traditions. Il montra que pour Pompée, il n'y avait pas de règles. Il fut le premier dans l'histoire de Rome à obtenir le plus grand honneur sans avoir occupé aucune charge publique. Il était le produit de la guerre civile, un homme qui avait fait une carrière vertigineuse sur les ruines de la République. C'est à cette époque que Sylla, mi-sérieux, mi-plaisant, le surnomma pour la première fois Magnus, c'est-à-dire le Grand, en l'honneur d'Alexandre le Grand, l'idole de Pompée. Ce surnom lui colla à la peau pour toujours. Mais derrière l'éclat de ce surnom et du char de triomphe se cachait la sombre réputation du jeune boucher. Il était un héros pour ses soldats et les partisans de Sylla, mais pour beaucoup à Rome, il restait un meurtrier cruel et un parvenu, dont l'ascension était une insulte à toutes les institutions républicaines. Il semblait qu'avec l'instauration de la dictature de Sylla, la paix était revenue dans la République. Mais c'était la paix des cimetières, tandis que la terreur sévissait en Italie, dans la province la plus lointaine de Rome, en Hispanie, un foyer de résistance continuait de brûler. Et il était dirigé par l'une des figures les plus exceptionnelles et les plus sous-estimées de cette époque, Quintus Sertorius. Sertorius n'était pas un simple général marianiste. C'était un homme aux capacités exceptionnelles, un brillant chef de guérilla et un politicien visionnaire. Ayant été nommé gouverneur d'Hispanie supérieure avant l'arrivée de Sylla au pouvoir, il refusa de reconnaître la dictature et créa en Hispanie une sorte de Rome en exil. Il forma son propre sénat avec des aristocrates romains qui l'avaient rejoint. Il était extrêmement populaire auprès des tribus ibériques locales. Il ne les utilisait pas simplement comme de la chair à canon. Il les traitait avec respect, leur enseignait la tactique romaine, tout en acceptant leurs conseils pour la guerre en montagne. Le sommet de sa politique fut la fondation d'une école à Osca, où les enfants des chefs ibériques apprenaient le latin et le grec et portaient la toge romaine. C'était un coup de génie. Non seulement il romanisait l'élite locale, mais il détenait de fait les enfants nobles en otage d'honneur, garantissant la loyauté de leur père. Pour eux, il n'était pas un simple gouverneur romain, mais leur propre chef. En matière militaire, il était un maître inégalé de la petite guerre. Il évitait les grandes batailles où l'avantage était aux lourdes légions romaines et épuisait l'ennemi par des raids soudains, des embuscades, des attaques sur les communications. Il était insaisissable comme un fantôme. Sa biche blanche apprivoisée, qui, selon lui transmettait la volonté des dieux, devint le symbole de son invincibilité. Contre cet ennemi insaisissable, Sylla envoya l'un de ses meilleurs généraux, Quintus Caecilius Metellus Pius. Mais Metellus, un commandant expérimenté mais lent et direct, ne put rien faire contre la tactique de guérilla de Sertorius. La guerre était dans l'impasse. L'Hispanie était devenue un ulcère purulent sur le corps de la République. En 79 avant notre ère, Sylla, à la surprise générale, déposa volontairement ses pouvoirs dictatoriaux et se retira dans la vie privée. Il mourut 1 an plus tard. Sa mort provoqua immédiatement une nouvelle flambée de lutte pour le pouvoir. L'un des consuls, Marcus Aemilius Lepidus, tenta d'abroger les lois de Sylla et de soulever une rébellion. Le Sénat, paniqué, fut contraint de se tourner de nouveau vers le seul homme qui avait une armée et une réputation de vainqueur, Gnaeus Pompeius. Pompée, qui n'avait que 28 ans, reçut de nouveau des pouvoirs extraordinaires, encore une fois en violation de toutes les lois. Il écrasa facilement Lepidus, mais après la victoire, il commit un acte audacieux. Il refusa de licencier son armée.
Il exigea du Sénat une nouvelle nomination. Il voulait être envoyé en Hispanie pour la guerre contre Sertorius, avec des pouvoirs proconsulaires égaux à ceux de Metellus. Le Sénat était horrifié. Donner à un si jeune homme, qui n'avait jamais occupé aucune magistrature, le pouvoir d'un proconsul et le commandement d'une armée était une nouvelle violation monstrueuse de toutes les traditions. Mais que pouvait-il faire? L'armée de Pompée se tenait aux portes de Rome. Un sénateur s'exclama avec sarcasme que s'il fallait l'envoyer, ce n'était pas comme proconsul, mais à la place des 2 consuls. La plaisanterie se révéla prophétique. Après de longs débats, le Sénat fut contraint de céder. En 76 avant notre ère, Pompée arriva en Hispanie avec une armée de 30 000 hommes. Il était plein d'assurance, traitant avec mépris Sertorius de esclave fugitif et son armée de bandes de brigands. Il s'attendait à une victoire rapide et facile, mais il allait être cruellement déçu. La guerre en Hispanie se transforma pour Pompée en un véritable cauchemar. Elle dura près de 5 ans. Sertorius se révéla un adversaire bien plus redoutable qu'il ne l'avait prévu. Lors de la première grande bataille sur le fleuve Sucro, Pompée faillit être tué. Sertorius écrasa son flanc gauche, et Pompée lui-même fut blessé et ne s'échappa que par miracle, abandonnant son cheval richement harnaché aux mains de l'ennemi. Le lendemain, Metellus arriva, et Sertorius fit remarquer avec ironie que si cette vieille femme, en parlant de Metellus, n'était pas venue, il aurait fouetté ce garçon Pompée et l'aurait renvoyé à Rome. Année après année, Pompée et Metellus tentèrent de piéger Sertorius, mais celui-ci leur échappait toujours. Pompée perdait des hommes, son armée souffrait de la faim. Il fut contraint d'écrire à Rome des lettres furieuses, exigeant de l'argent et des renforts, menaçant sinon d'amener son armée en Italie, où les problèmes, selon lui, n'étaient pas moindres qu'en Hispanie. Il apprit à combattre d'une nouvelle manière. Il comprit que la force brute était ici inutile. Il commença à adopter la tactique de son ennemi. Il construisit des forteresses, coupa les lignes d'approvisionnement, rallia à sa cause les tribus ibériques par la diplomatie et de généreuses promesses. Il comprit que c'était une guerre non pas d'anéantissement, mais d'usure. Et finalement, Sertorius ne tomba pas sur le champ de bataille. Il fut assassiné à la suite d'un complot de ses propres officiers, des aristocrates romains qui jalousaient sa gloire et étaient las de cette guerre sans fin. En 72 avant notre ère, lors d'un festin, ils se jetèrent sur lui et le poignardèrent. La mort de Sertorius signifia la fin de la guerre. Privés de leur chef de génie, les rebelles furent rapidement écrasés. Pompée traita cruellement les conspirateurs qui avaient tué Sertorius, démontrant que la trahison n'est pas récompensée. Il passa plusieurs années en Hispanie, organisant la nouvelle province, fondant des villes, y compris Pompaello, l'actuelle Pampelune. Il n'agissait pas seulement en général, mais aussi en administrateur avisé, jetant les bases d'une paix romaine durable en Hispanie. En 71 avant notre ère, il retourna en Italie. Il revenait en vainqueur, ayant mis fin à l'une des guerres les plus longues et les plus difficiles de l'histoire de Rome. Mais au seuil de l'Italie, une nouvelle épreuve et une nouvelle chance d'acquérir une gloire encore plus grande l'attendaient. L'Italie était en proie au feu de la plus grande révolte d'esclaves que Rome ait jamais connue. Et elle était dirigée par un gladiateur thrace nommé Spartacus. Tandis que Pompée s'enlisait pendant des années dans une guerre difficile en Hispanie, en Italie même éclatait une catastrophe qui ébranla les fondements de la société romaine. En 73 avant notre ère, un petit groupe d'esclaves armés de couteaux de cuisine s'échappa d'une école de gladiateurs à Capua. Leur chef était Spartacus. Cet incident mineur, auquel personne ne prêta attention au début, se transforma en une révolte gigantesque. Des dizaines de milliers d'esclaves de toute l'Italie affluèrent vers Spartacus. Son armée, mal armée mais galvanisée par la soif de liberté, sema la terreur dans tout le pays. Le Sénat romain, méprisant les esclaves et considérant une guerre contre eux comme humiliante,
envoya contre eux une armée après l'autre, mais toutes furent vaincues. L'armée de Spartacus passe à l'Italie au feu et à l'épée, écrasant plusieurs préteurs et même les 2 consuls de l'an 72. Rome était en panique. Finalement, en 71 avant notre ère, le commandement de la guerre fut confié à Marcus Licinius Crassus. Crassus était l'un des hommes les plus riches de Rome, un ancien partisan de Sylla, mais sa réputation militaire était médiocre. Il jalousait désespérément la gloire de Pompée et voyait dans la guerre contre Spartacus sa chance de prouver sa valeur. Crassus agit de manière méthodique et cruelle. Il rétablit la discipline dans l'armée par la décimation, c'est-à-dire l'exécution d'un soldat sur 10 dans les légions fautives. Finalement, il réussit à acculer l'armée de Spartacus à l'extrême sud de l'Italie, sur la pointe de la botte, et à la couper du reste du pays en creusant un immense fossé de 55 km de long. Dans la bataille décisive en Apulie, l'armée des esclaves fut définitivement écrasée. Spartacus lui-même serait mort héroïquement au combat, se battant au premier rang. Crassus remporta une victoire totale. 6000 esclaves prisonniers furent crucifiés le long de la voie appienne, de Capoue à Rome. Un spectacle effroyable qui devait à jamais ôter aux esclaves l'envie de se révolter. C'est à ce moment-là que Pompée revenait d'Hispanie avec son armée victorieuse, et le destin lui fit un cadeau véritablement royal. Un détachement de 5000 esclaves, qui s'était échappé vers le nord après la défaite, tomba par hasard sur les légions de Pompée. Pompée anéantit facilement ce détachement, et il envoya immédiatement au Sénat un rapport dans lequel il s'attribuait effrontément toute la gloire. Il écrivit que Crassus avait vaincu les gladiateurs en bataille rangée, mais que lui, Pompée, avait détruit la racine même de la guerre. Crassus était furieux. Il avait fait tout le sale boulot, risqué sa vie et sa fortune, et Pompée, tombant par hasard sur les restes d'une armée en déroute, lui volait sa victoire. Cette histoire marqua le début d'une hostilité profonde et durable entre les 2 hommes les plus influents de Rome. Les 2 généraux, Pompée et Crassus, se tenaient maintenant avec leurs armées aux portes de Rome, et tous 2 exigeaient du Sénat les plus grands honneurs. Pompée exigeait son 2e triomphe et, ce qui était encore plus inouï, le consulat pour l'année suivante, l'an 70. Selon la loi, il n'y avait aucun droit, il n'avait que 35 ans, alors que l'âge minimum pour être consul était de 42. Il n'avait gravi aucun échelon du cursus honorum, n'ayant été ni questeur ni préteur. Il n'était même pas sénateur. Crassus exigeait également le triomphe et le consulat. Le Sénat se retrouva dans une impasse. 2 immenses armées se tenaient aux portes de la ville, et leur commandant n'avait manifestement pas l'intention de reculer. Pour éviter une nouvelle guerre civile, les sénateurs furent contraints de capituler. Pompée et Crassus furent autorisés à poser leur candidature et, bien sûr, ils furent élus consuls. Pompée célébra son 2e triomphe, cette fois pour sa victoire en Hispanie. Crassus, en tant que vainqueur d'esclaves et non d'un ennemi extérieur, ne fut autorisé qu'à une ovation, c'est-à-dire un petit triomphe, au cours duquel il entra dans la ville à pied et portant une couronne de myrte, et non de laurier. Le consulat de Pompée et Crassus en 70 avant notre ère marqua un tournant. Ces 2 rivaux, contraints d'agir de concert, portèrent un coup dévastateur à la constitution aristocratique que leur ancien protecteur Sylla avait créée. Ils restaurèrent entièrement les pouvoirs des tribuns de la plèbe, que Sylla avait pratiquement privés de pouvoir. Ils menèrent une réforme judiciaire, chassant des tribunaux les sénateurs qui s'étaient illustrés par leur corruption, et confiant le pouvoir judiciaire à des commissions mixtes de sénateurs, de chevaliers et de tribuns du trésor. Ces réformes furent extrêmement populaires auprès du peuple et de l'ordre équestre, mais elles constituaient un défi direct à l'oligarchie sénatoriale. Pompée, que les optimates considéraient encore comme l'un des leurs, le héros de Sylla, les trahit.
Il conclut une alliance avec les populares pour renforcer son propre pouvoir. À partir de ce moment, le Sénat vit en lui non pas un protecteur, mais un dangereux démagogue, un homme prêt à détruire les fondements de l'État pour sa propre ambition. Après la fin de son consulat, Pompée fit un autre geste inattendu. Il ne prit pas le gouvernement d'une province, comme c'était la coutume, mais se retira dans la vie privée. Pendant 2 ans, il n'occupa aucune charge, vivant à Rome en tant que simple citoyen, mais entouré de l'aura du plus grand général. Il attendait. Il attendait une nouvelle crise, une nouvelle guerre, qui obligerait Rome à se tourner de nouveau vers lui, et à lui donner des pouvoirs encore plus extraordinaires, encore plus inouïs. Et cette crise ne se fit pas attendre. Il semblait que Rome, ayant survécu aux guerres civiles et à la révolte des esclaves, pouvait enfin respirer. Mais une nouvelle menace, encore plus insidieuse, planait sur elle, ne venant pas des légions rebelles, mais de la mer. La mer Méditerranée, que les Romains appelaient « notre mer », avait cessé d'être la leur. Elle était devenue le royaume des pirates. Ce n'était pas de simple brigandage en mer, c'était un véritable empire pirate. Son centre était la Cilicie, une région montagneuse sur la côte sud de l'Asie mineure. De là, depuis leur forteresse imprenable, les pirates, sur leurs navires légers et rapides, contrôlaient toutes les routes maritimes. Ce n'étaient pas des bandes dispersées. Ils avaient créé un véritable quasi-État. Ils avaient leurs propres lois, leurs chantiers navals, leurs arsenaux. Ils vivaient dans des villes fortifiées avec leurs familles, faisaient le commerce de leur butin. Leur principal commerce, outre le simple pillage, était la traite des esclaves. L'île de Délos était devenue un gigantesque marché aux esclaves où, selon les contemporains, jusqu'à 10 000 personnes capturées par les pirates dans toute la Méditerranée pouvaient être vendues en une seule journée. C'était une tumeur cancéreuse qui paralysait l'économie et menaçait l'existence même de Rome. Ils étaient parfaitement organisés, avaient leur propre base, chantier naval, réseau de renseignement. Leur flotte comptait plus de 1000 navires. Ils avaient même créé une sorte de confrérie avec le culte du dieu Mithra. Les conséquences de leurs activités étaient catastrophiques pour Rome. Le commerce était complètement paralysé. L'approvisionnement en céréales de la Sicile et de l'Égypte, dont dépendait la vie d'1 million d'habitants de Rome, avait pratiquement cessé. La famine commença dans la capitale. Les prix du pain montèrent en flèche. Les pirates ne se contentaient pas de piller les navires marchands. Ils menaient des raids audacieux sur les côtes de l'Italie, pillant des villas, capturant des nobles romains, parmi lesquels le jeune Jules César, qui, prisonnier, plaisanta audacieusement avec ses ravisseurs en leur disant qu'il reviendrait les crucifier, ce qu'il fit après sa libération, et exigeant d'énormes rançons. Ils allèrent jusqu'à incendier la flotte romaine dans le principal port d'Italie, Ostie, à l'embouchure du Tibre. C'était une humiliation inouïe. Rome envoyait contre eux un général après l'autre, mais tous leurs efforts étaient vains. Les pirates, vaincus en un endroit, réapparaissaient immédiatement ailleurs. Il devint clair que pour résoudre ce problème, des mesures extraordinaires et non ordinaires étaient nécessaires. Et voilà qu'en 67 avant notre ère, le tribun de la plèbe Aulus Gabinius, un ami proche de Pompée, présenta à l'Assemblée du peuple un projet de loi qui plongea le Sénat dans le choc. La loi Gabinia proposait d'accorder à un seul homme, dont le nom n'était pas mentionné mais que tout le monde devinait, des pouvoirs sans précédent pour lutter contre les pirates. Cet homme devait recevoir le pouvoir suprême pour 3 ans sur toute la mer Méditerranée et sur 50 milles à l'intérieur des côtes. Cela signifiait que son pouvoir s'étendait à la plupart des provinces romaines et qu'il était supérieur à leurs gouverneurs. Il recevait également le droit de lever jusqu'à 120 000 fantassins et 5 000 cavaliers, le droit d'équiper une flotte de 500 navires, le droit de disposer du trésor public à sa guise, et le droit de nommer 24 légats de rang sénatorial.
C'était une dictature militaire quasi illimitée sur la moitié du monde romain. Le Sénat se souleva avec horreur contre cette loi. Les optimates criaient que c'était la fin de la République, qu'ils ne voulaient pas créer un nouveau roi. Même les amis de Pompée étaient effrayés. Mais le peuple, poussé au désespoir par la faim et les prix élevés, soutint ardemment le projet de loi. Le forum fut encerclé par des foules menaçant les sénateurs. Finalement, malgré la résistance désespérée de l'aristocratie, la loi Gabinia fut adoptée, et le commandement, bien sûr, fut confié à Gnaeus Pompeius. Pompée, qui se tenait modestement en dehors de la ville pendant tout ce temps, accepta ce pouvoir immense avec une réticence feinte. Mais dès que la loi fut adoptée, il se mit à agir avec une rapidité et une efficacité incroyables qui stupéfièrent tout le monde. Il ne se mit pas à pourchasser des bandes de pirates isolées. Il appliqua une stratégie de guerre totale, basée sur une logistique impeccable. Il divisa toute la mer Méditerranée en 13 secteurs. Dans chaque secteur, il nomma un de ses légats avec une escadre. Son plan était d'une simplicité géniale. Il ordonna à toutes ses forces de commencer simultanément une offensive en se déplaçant d'ouest en est. Il ratissait en quelque sorte la mer avec un filet géant. Les pirates, chassés d'un secteur, ne pouvaient se réfugier dans le secteur voisin, car une autre flotte romaine les y attendait déjà. Au cours des 40 premiers jours, il nettoya complètement de pirates la partie occidentale de la mer Méditerranée, à savoir la Sicile, l'Afrique, la Sardaigne. Le commerce fut immédiatement rétabli, et un flot de céréales bon marché déferla sur Rome. Sa popularité atteignit des sommets. Puis, avec ses forces principales, il se dirigea vers l'est, dans l'antre même des pirates, en Cilicie. Il écrasa leur flotte dans une bataille décisive près de Coracesium. Mais là aussi, il fit preuve non seulement de force militaire, mais aussi de sagesse politique. Au lieu d'exécuter ou de crucifier les milliers de pirates qui s'étaient rendus, il leur offrit une amnistie. Il comprenait que beaucoup d'entre eux étaient devenus des brigands non par choix, mais à cause des guerres et de la ruine. Il les réinstalla à l'intérieur des terres, dans des villes désertées et sur des terres fertiles, les transformant d'ennemis en fermiers paisibles et en citoyens. Il nomma même l'une de ces villes en son honneur, Pompéiopolis. Toute la campagne, pour laquelle on lui avait accordé 3 ans, fut achevée en 3 mois. Ce fut l'opération militaire la plus rapide et la plus efficace de l'histoire de Rome. Pompée revint à Rome en héros absolu, en sauveur de la patrie. Il avait prouvé que des pouvoirs extraordinaires entre ses mains n'étaient pas une menace, mais un bienfait pour la République. Il était au sommet de sa gloire et de sa puissance. Et une nouvelle guerre, encore plus grande, l'attendait, qui devait faire de lui le maître de tout l'Orient. Tandis que Pompée nettoyait les mers des pirates, en Orient, les légions romaines menaient depuis de nombreuses années une guerre difficile et épuisante. Leur ennemi était un adversaire ancien et irréconciliable de Rome, le roi du pont Mithridate Cés Eupator. C'était l'un des ennemis les plus exceptionnels et les plus dangereux que la République ait jamais affrontés. Intelligent, instruit, il connaissait 22 langues, incroyablement cruel et indomptable. Il défia pendant des décennies la domination romaine. Il avait survécu à une guerre contre Sylla et menait maintenant une nouvelle, la 3e guerre mithridatique, contre un autre général romain talentueux, Lucius Licinius Lucullus. Lucullus était un brillant stratège et tacticien. Il avait remporté plusieurs victoires éclatantes sur Mithridate et son allié, le roi arménien Tigrane le Grand. Mais il était un fervent partisan de la discipline et n'était pas aimé de ses soldats. De plus, son administration juste dans la province d'Asie, où il protégeait la population locale du pillage des publicains romains, lui avait valu de puissants ennemis à Rome. En 66 avant notre ère, alors que Pompée savourait encore les fruits de sa victoire sur les pirates, ses partisans à Rome portèrent un nouveau coup au Sénat.
Le tribun de la plèbe Caius Manilius proposa une autre loi extraordinaire. La loi Manilia transférait à Pompée le commandement de la guerre contre Mithridate et Tigrane, ainsi que le gouvernement des provinces de Cilicie, de Bithynie et du Pont. De fait, à son pouvoir déjà immense sur la mer s'ajoutait un pouvoir illimité sur tout l'Orient romain. Le Sénat fut de nouveau en fureur, mais sa résistance fut brisée. Cette fois, en faveur de la loi, se prononcèrent non seulement le peuple, mais aussi l'ordre équestre, qui voyait en Pompée le protecteur de ses intérêts commerciaux. En sa faveur se prononça également le jeune mais déjà populaire orateur Marcus Tullius Cicéro, qui prononça son célèbre discours en soutien à la loi Manilia, où il soutenait que seul le génie de Pompée pouvait mettre fin à cette guerre interminable. La loi fut adoptée. Pompée reçut le commandement militaire le plus puissant jamais accordé à un général romain. Prenant le commandement à Lucullus, leur rencontre, selon Plutarque, fut très froide et pleine de reproches mutuels. Pompée se mit à agir avec son énergie habituelle. Il conclut une alliance avec le roi des Parthes, qui frappa Mithridate par derrière. Puis il rattrapa l'armée du roi pontique près du fleuve Lycus et, dans une bataille nocturne, lui infligea une défaite écrasante. Mithridate s'enfuit de nouveau, cette fois vers ses possessions les plus lointaines, dans le royaume du Bosphore en Crimée. Puis Pompée se tourna contre son allié, le roi arménien Tigrane. Il envahit l'Arménie. Tigrane, dont l'empire était déjà affaibli par les campagnes de Lucullus, n'osa pas livrer bataille. Il se rendit au camp de Pompée, ôta sa tiare royale et se prosterna aux pieds du général romain. Pompée le traita avec clémence, mais de manière humiliante. Il lui laissa son royaume héréditaire, mais lui retira toutes ses conquêtes. L'Arménie devint un vassal de Rome. Après cela, Pompée mena une grande campagne dans le Caucase, soumettant les Ibères et les Albanais, atteignant les rives de la mer Caspienne. Puis il revint et transforma définitivement le Pont et la Syrie en province romaine. Il descendit vers le sud, en Judée, où il intervint dans la lutte dynastique entre les frères Hircan et Aristobule. Il assiégea et prit Jérusalem, entrant même dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, ce qui fut un terrible sacrilège aux yeux des Juifs. Il installa sur le trône Hircan, faisant de la Judée un État dépendant de Rome. Pendant qu'il mettait de l'ordre en Orient, la nouvelle de la mort de son principal ennemi arriva. Le vieux Mithridate, même en exil en Crimée, n'avait pas abandonné ses plans. Il s'apprêtait à rassembler une nouvelle armée de tribus scythes et à envahir l'Italie par les Balkans. Mais son propre fils Pharnaque se révolta contre lui. Assiégé dans son palais à Panticapée, Mithridate, âgé de 72 ans, se suicida en prenant du poison. Et lorsque celui-ci ne fit pas effet, selon la légende, en raison de son habitude de prendre de petites doses de poison depuis son enfance, il ordonna à son garde du corps gaulois de le poignarder. La guerre était terminée. En quelques années, Pompée avait entièrement redessiné la carte du Proche-Orient. Il avait fondé des dizaines de villes. Il avait créé tout un système de royaumes clients, tampons, à la frontière avec la Parthie. Il avait établi une paix romaine durable et surtout, il avait assuré l'afflux dans le trésor romain de revenus immenses, sans précédent. Comme le rapporte Plutarque, les revenus de l'État romain passèrent de 50 à 85 millions de deniers par an. 20 000 talents d'argent et d'or furent versés au trésor, sans compter les distributions aux soldats. C'était une somme astronomique qui changea à jamais l'économie de Rome en faisant le centre financier du monde, mais qui accrut aussi les inégalités de richesse. Son butin personnel était fabuleux. Il devint l'homme le plus riche de Rome après Crassus. En 62 avant notre ère, après près de 5 ans d'absence, Gnaeus Pompeius Magnus, le conquérant de l'Orient, débarqua à Brinde. Toute l'Italie était terrifiée. Tout le monde s'attendait à ce que, à l'instar de Sylla, il mène son armée victorieuse et dévouée sur Rome et instaure une dictature.
Mais Pompée fit un geste qui stupéfia tout le monde. À peine eut-il posé le pied sur le sol italien qu'il licencia ses légions, ordonnant aux soldats de rentrer chez eux. Il montra à tous qu'il n'était pas un nouveau Sylla, mais un citoyen respectueux des lois de la République. Il comptait entrer à Rome non pas en tyran, mais en premier citoyen, s'appuyant sur son autorité et sa gloire incontestée. C'était un geste noble, mais ce fut aussi sa plus grande erreur politique. Privé de son armée, il se retrouva sans défense face aux intrigues de ses ennemis au Sénat. Le 28 septembre 61 avant notre ère, pour son 45e anniversaire, Pompée célébra son 3e et plus magnifique triomphe. Il dura 2 jours. Devant son char étaient portés des panneaux avec les noms des royaumes et des villes qu'il avait conquis. On transportait des trésors incalculables, à savoir de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. On menait des rois prisonniers et les enfants de Mithridate. Pompée lui-même était sur un char orné de joyaux, vêtu d'un manteau qui, selon la tradition, avait appartenu à Alexandre le Grand lui-même. C'était l'apogée de sa gloire. Il était au sommet du monde. Il était Gnaeus Pompeius Magnus. Et il ne savait pas que son lent et douloureux chemin vers le déclin avait déjà commencé. De retour à Rome en tant que simple citoyen, Pompée s'attendait à ce que le Sénat l'accueille à bras ouverts et approuve sans discussion toutes ses dispositions en Orient et attribue des terres à ses vétérans. Mais il se trompa lourdement. Privé de ses légions, il cessa d'être une force redoutable, et ses ennemis au Sénat, menés par des optimates convaincus comme Lucius Licinius Lucullus, que Pompée avait humilié en lui retirant son commandement, et Marcus Porcius Cato le jeune, stoïcien et défenseur inflexible de l'ordre ancien, décidèrent de remettre le parvenu à sa place. Ils commencèrent à saboter systématiquement toutes ses initiatives. Ils s'attachaient à chaque détail, exigeant que chacune de ses dispositions en Orient soit examinée séparément. Retardèrent la décision sur la question des terres pour les vétérans. Pour Pompée, habitué à commander au roi, c'était une humiliation insupportable. Le plus grand général de Rome se retrouva impuissant dans le labyrinthe des intrigues sénatoriales. Il était comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est à ce moment d'humiliation et d'impuissance politique qu'entrèrent en scène 2 autres hommes dont les ambitions n'étaient pas moindres que celles de Pompée. Le premier était son vieil ennemi, Marcus Licinius Crassus. Il était toujours l'homme le plus riche de Rome et avait une influence énorme parmi les chevaliers et les financiers, mais il lui manquait la gloire militaire que possédait Pompée. Le second était Caius Julius César. À l'époque, il n'était encore qu'une étoile montante, mais déjà l'un des politiciens les plus brillants de Rome. Issu de la plus ancienne famille patricienne, il était néanmoins le chef des populares. C'était un orateur brillant, un homme charmant et un intrigant politique de génie. Il venait de rentrer d'Hispanie, où il avait gouverné la province avec succès et remporté plusieurs victoires militaires. Il voulait maintenant obtenir le consulat. César vit une occasion unique. Il comprit que Pompée, Crassus et lui-même, impuissants seuls face à l'oligarchie sénatoriale, pourraient ensemble devenir une force irrésistible. Il se posa en médiateur entre les 2 ennemis jurés, Pompée et Crassus. Il les persuada que leur hostilité mutuelle ne profitait qu'à leurs ennemis communs, les optimates. Il leur proposa de conclure une alliance secrète. En 60 avant notre ère, cette alliance fut conclue. Elle entra dans l'histoire sous le nom de Premier Triumvirat. Ce n'était pas une institution officielle de l'État, mais un accord privé entre les 3 hommes les plus puissants de Rome. Son essence était simple. Ils convinrent que rien dans l'État ne se ferait sans leur accord commun. Ils unirent l'autorité militaire de Pompée, l'argent de Crassus et le génie politique et la popularité de César. C'était en substance un complot visant à s'emparer du pouvoir. Le premier fruit de cette alliance fut l'élection de César comme consul pour l'an 59 avant notre ère.
Ayant obtenu le pouvoir suprême, César remplit immédiatement ses obligations envers ses alliés. Agissant avec audace et souvent en violation des lois, intimidant son collègue consul Bibulus au point que celui-ci ne sortit pas de chez lui de toute l'année, César fit passer toutes les lois nécessaires. Les dispositions de Pompée en Orient furent approuvées en bloc. Ses vétérans reçurent des terres. Les intérêts des publicains de Crassus furent également satisfaits. Pour sceller cette alliance, César utilisa également des liens dynastiques. Il maria sa fille unique, la jeune et belle Julia, à Pompée. Pompée avait près de 50 ans, mais il était, selon Plutarque, véritablement amoureux de sa jeune épouse. Ce mariage, initialement purement politique, se transforma en une union fondée sur une profonde affection. À la fin de son consulat, César obtint pour lui-même un proconsulat de 5 ans en Gaule. Ce fut un coup de génie. Il quittait Rome pour acquérir ce qui lui manquait par rapport à Pompée, une grande armée et une grande gloire militaire. Et Pompée resta à Rome. Il était, semblait-il, au sommet. Il avait obtenu tout ce qu'il voulait. Il était le chef informel de l'État, marié à la fille de son allié. Il construisit même à Rome le premier théâtre permanent en pierre, une structure grandiose au pied de laquelle il érigea un temple à Vénus Victrix et sa propre statue. Mais sa position était trompeuse. Resté à Rome sans légion, il commença progressivement à perdre son influence. La lutte politique dans les rues de Rome devenait de plus en plus violente. La ville était terrorisée par des bandes entretenues par différents politiciens. La plus célèbre était la bande du populaire Publius Claudius Pulcher, qui devint l'ennemi juré de Pompée, l'humiliant publiquement et l'attaquant sur le forum. Il en arriva au point que Pompée, le conquérant des rois, fut de fait assiégé dans sa propre maison. Les bandes de Claudius jetaient des pierres sur sa maison, lui tendaient des embuscades dans les rues, criaient des insultes. Le grand général, qui n'avait connu aucune défaite sur le champ de bataille, se retrouva complètement impuissant dans les sales querelles de rue. C'était une humiliation profonde, qui sapait son autorité et montrait toute la précarité de sa position. Il était un géant sur la scène mondiale, mais un nain sur le forum romain. En même temps, de Gaulle parvenaient des nouvelles de plus en plus retentissantes des incroyables victoires de César. Il conquérait une tribu après l'autre, atteignit la Bretagne et le Rhin. Sa gloire commençait à éclipser celle de Pompée lui-même. Le fragile équilibre du triumvirat commençait à se rompre. Pompée observait avec une anxiété et une jalousie croissantes l'ascension fulgurante de son jeune allié et gendre. Vers le milieu des années 50 du 1er siècle avant notre ère, le premier triumvirat se fissurait. L'alliance, qui avait si bien fonctionné au début, était minée par la jalousie mutuelle et un équilibre des forces changeant. En 56 avant notre ère, les triumvirs se rencontrèrent dans la ville de Luc pour confirmer leur alliance et s'entendre sur l'avenir. Il fut décidé que Pompée et Crassus seraient consuls l'année suivante, et qu'après leur consulat, ils recevraient le gouvernement de province, Pompée, l'Hispanie, et Crassus, la Syrie, où ils rêvaient de commencer une guerre contre les Parthes et de s'acquérir une gloire militaire égale à celle de Pompée et de César. Le proconsulat de César en Gaule fut également prolongé pour 5 années supplémentaires. Mais les événements qui suivirent cette rencontre détruisirent définitivement la fragile alliance. D'abord, une tragédie personnelle se produisit. En 54 avant notre ère, Julia, épouse de Pompée et fille de César, mourut en couche. Sa mort rompit le dernier lien personnel qui unissait les deux géants. Peu après, le nouveau-né mourut également. Et l'année suivante, en 53 avant notre ère, une terrible nouvelle parvint de Syrie. Crassus, parti en campagne contre les Parthes, subit l'une des défaites les plus écrasantes de l'histoire romaine. À la bataille de Carès, son armée fut encerclée et anéantie par la cavalerie parthe.
Crassus lui-même fut traîtreusement tué lors de négociations. Selon la légende, les Partais, connaissant son avidité, lui versèrent de l'or fondu dans la gorge. Sa mort signifia la fin du triumvirat. Il n'en restait plus que deux, Pompée et César, deux soleils dans un même ciel. Leur affrontement n'était plus qu'une question de temps. À Rome, pendant ce temps, l'anarchie grandissait. Les combats de rue entre les bandes de Claudius et de son adversaire Milon paralysaient la vie de la ville. En 52 avant notre ère, Claudius fut assassiné et ses partisans, furieux, incendièrent la curie. Dans cette situation de chaos total, toute l'aristocratie sénatoriale, même les anciens ennemis de Pompée, vit en lui le seul sauveur. Ce fut un revirement paradoxal. Les Optimates, qui pendant des années avaient combattu Pompée, l'avaient humilié et bloqué ses lois, venaient maintenant se prosterner devant lui. Ils comprirent que César, avec son armée aguerrie et sa popularité sans bornes, représentait une menace bien plus grande pour leur pouvoir et leurs privilèges. Pompée, malgré toute son ambition, était tout de même un homme qui avait licencié son armée et tenté d'agir dans le cadre des traditions. Il leur semblait le moindre des deux maux. Ils décidèrent de l'utiliser comme un bélier contre César, pour ensuite, espérait-il, se débarrasser de lui aussi. Le Sénat prit une décision sans précédent. Pompée fut élu consul unique, c'est-à-dire de fait dirigeant unique, un dictateur dans le cadre de la loi. Ayant obtenu ce pouvoir, Pompée rétablit rapidement l'ordre à Rome. Il fit passer des lois contre la violence et la corruption électorale, jugea et exila les chefs des bandes armées. Il semblait être devenu ce qu'il avait toujours voulu être, le premier citoyen, le sauveur de la République. Et c'est à ce moment-là qu'il fit son choix définitif. Il rompit avec César et conclut une alliance avec ses anciens ennemis, les Optimates. Il épousa Cornelia Metella, la fille de l'un des plus farouches ennemis de César. Quintus Metellus Scipion commença une lutte juridique et politique complexe. Le proconsulat de César en Gaule touchait à sa fin. Il voulait, conformément à la loi, poser sa candidature au consulat par contumace, tout en étant dans sa province, et arriver à Rome en tant que consul élu. Cela lui aurait donné l'inviolabilité. Ses ennemis au Sénat, poussés par Pompée, exigeaient qu'il licencie d'abord son armée, revienne à Rome en tant que simple citoyen et ne pose sa candidature qu'ensuite. Pour César, cela équivalait à un suicide. De retour à Rome sans armée, il aurait été immédiatement traduit en justice par ses ennemis pour toutes ses actions illégales lors de son premier consulat. Pompée adopta une position ambiguë. Il disait respecter la loi, mais en même temps il faisait tout pour priver César de son armée. Il lui retira même 2 légions sous prétexte de les nécessiter pour la guerre contre les Parthes, mais les laissa en Italie. La tension montait. César proposait des compromis. Il acceptait de licencier la majeure partie de son armée si Pompée faisait de même. Mais le Sénat, sentant derrière lui le soutien de Pompée, adoptait une position de plus en plus dure. Au début de janvier 49 avant notre ère, César fit sa dernière proposition. Il était prêt à licencier toutes ses légions, sauf une, et à renoncer à la Gaule, si on lui laissait le gouvernement de l'Illyrie jusqu'à son élection comme consul. Mais sa proposition fut rejetée. Le Sénat, incité par ses ennemis les plus acharnés, tels que Caton et le consul Marcellus, adopta un décret d'urgence, déclarant de fait César ennemi de l'État et confiant à Pompée tous les pouvoirs pour la défense de la République. Les tribuns de la plèbe, qui tentèrent d'opposer leur veto à cette décision, furent chassés du Sénat et s'enfuirent dans le camp de César. Pour César, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il n'avait plus le choix. Soit il obéissait, licenciait son armée et se livrait à la merci de ses ennemis, soit il commençait une guerre civile. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 49 avant notre ère, Caius Julius Caesar, avec sa seule légion, la 13e, arriva à une petite rivière qui servait de frontière entre sa province et l'Italie. La rivière s'appelait le Rubicon. Traverser cette rivière avec une armée
était un acte de haute trahison. Selon la tradition, il hésita longtemps, mais ensuite, il prononça sa célèbre phrase sur le sort qui en était jeté, et il donna l'ordre d'avancer. La guerre civile avait commencé. Le franchissement du Rubicon par César prit Pompée et le Sénat par surprise. Il ne s'attendait pas à une telle audace et une telle rapidité de sa part. La panique s'empara de Rome. Pompée, qui avait déclaré avec assurance qu'il lui suffisait de frapper du pied pour faire sortir des légions de terre, découvrit qu'il n'avait pas d'armée apte au combat en Italie. Les légions qu'il avait levées n'étaient pas fiables. Les vétérans de César, aguerris par 10 ans de guerre des Gaules, étaient incomparablement plus forts. Et Pompée prit la décision difficile, mais probablement la seule correcte du point de vue militaire. Il décida de quitter l'Italie et Rome sans combattre. Il déclara que tout sénateur restant à Rome serait considéré comme un traître. Accompagné des consuls et de la plupart des sénateurs, il s'enfuit vers le sud, à Brinde, d'où il prévoyait de passer en Grèce. Cette grande fuite fut perçue par beaucoup comme une honte et un signe de faiblesse. César se déplaça rapidement vers le sud, s'emparant d'une ville après l'autre presque sans résistance. Il tenta d'enfermer Pompée à Brinde, mais ce dernier, faisant preuve d'une grande habileté tactique, réussit à faire traverser toute son armée et sa flotte en Grèce par la mer Adriatique. César, n'ayant pas de flotte, ne put le poursuivre. Il devint le maître de l'Italie, mais la guerre était loin d'être terminée. Pompée était le maître de tout l'Orient. Il disposait d'immenses ressources, d'une flotte puissante qui contrôlait toute la mer, et de nombreuses légions aguerries stationnées dans les provinces. Son plan était simple: bloquer l'Italie par la mer, y provoquer la famine, rassembler une immense armée dans les Balkans, puis, le moment venu, débarquer en Italie et écraser César. Le plan était bon, mais il ne tenait pas compte d'une chose: le génie et la rapidité de son adversaire. César, au lieu d'attendre, frappa le premier. D'abord, il mena une campagne éclair en Hispanie, où il écrasa l'immense armée des Pompéiens. Puis, pendant l'hiver 49-48 avant notre ère, il accomplit un acte presque insensé. Malgré les tempêtes hivernales et la domination de la flotte de Pompée sur la mer, il réussit à faire traverser une partie de son armée en Adriatique et à débarquer en Épire. Commença une campagne longue et épuisante. 2 armées romaines se faisaient face. Pompée, ayant la supériorité numérique et un approvisionnement fiable par la mer, adopta une tactique d'attente, cherchant à épuiser l'armée de César par la faim. César, pris au piège, tenta audacieusement de bloquer l'immense camp de Pompée près de la ville de Dyrrhachium en construisant autour de lui un gigantesque système de fortification. Et c'est là que Pompée remporta sa dernière victoire. Il réussit à percer le blocus en attaquant la section la plus faible des fortifications de César. L'armée de César fut vaincue et s'enfuit en panique. César lui-même faillit être tué. Ce fut une très grave défaite. Si Pompée avait ce jour-là ordonné de poursuivre l'ennemi en fuite, la guerre aurait peut-être été terminée. Mais, craignant un piège, il arrêta ses troupes. César dira plus tard que ce jour-là, l'ennemi aurait remporté la victoire s'il avait eu quelqu'un qui sût vaincre. Après la défaite de Dyrrhachium, César fut contraint de se retirer à l'intérieur des terres, en Thessalie. Pompée le suivit. Et c'est là que les nobles sénateurs présents dans son camp commencèrent à faire pression sur lui. Enivrés par la victoire de Dyrrhachium, ils exigeaient une bataille décisive. Leur camp, selon César lui-même, ressemblait plus à une station balnéaire qu'à un quartier général militaire. Les sénateurs vivaient dans des tentes ornées de lierre, buvaient dans des coupes d'argent et se partageaient déjà les magistratures à Rome pour l'année suivante. Ils se disputaient pour savoir qui deviendrait le grand pontife après César, qui aurait ces villas. Ils étaient las de la guerre. Ils voulaient retourner au plus vite à Rome et se partager les charges et les biens des vaincus. Ils se moquaient de la prudence de Pompée, l'appelant Agamemnon, le roi des rois, qui ne voulait pas se séparer du pouvoir.
Pompée, contre son meilleur jugement, céda à cette pression. Il décida de livrer une bataille générale. Le 9 août 48 avant notre ère, les deux armées s'affrontèrent dans la plaine près de la ville de Pharsale. Pompée avait un avantage considérable. Son armée comptait environ 45 000 fantassins et 7 000 cavaliers. César n'avait que 22 000 fantassins et environ 1 000 cavaliers. Le plan de Pompée était simple. Il comptait, avec sa puissante cavalerie concentrée sur le flanc gauche, écraser la cavalerie peu nombreuse de César, le prendre à revers et provoquer un massacre. Mais César devina son plan. Il fit un coup tactique de génie. Derrière son flanc droit, il plaça secrètement un détachement de réserve de 6 cohortes d'élite, soit environ 3 000 hommes, en leur ordonnant de ne pas lancer leurs pilums, mais de les utiliser comme des lances, en visant les visages et les yeux des nobles cavaliers de Pompée. La bataille commença. La cavalerie de Pompée, comme prévu, attaqua et mit en fuite la cavalerie de César. Confiants dans la victoire, ils se précipitèrent en avant. Et c'est alors que la 4e ligne de réserve de César, cachée, les frappa. L'effet fut stupéfiant. Les cavaliers pompéiens, principalement de jeunes aristocrates, ne s'attendant pas à une telle riposte et craignant pour leur visage, firent demi-tour en panique, écrasant les rangs de leur propre infanterie. À ce moment, César lança ses forces principales à l'attaque. L'armée de Pompée fléchit et prit la fuite. Pompée lui-même, voyant la déroute de sa cavalerie, sembla perdre toute volonté de se battre. Il se retira silencieusement dans son camp richement décoré, s'assit dans sa tente et attendit la fin. Lorsque les légions de César firent irruption dans le camp, il arracha ses insignes, se changea en vêtements simples, monta à cheval et s'enfuit. La bataille de Pharsale était perdue, la République était perdue. La fuite de Pompée après Pharsale fut pathétique. Il erra d'île en mer Égée, tentant de rassembler les restes de ses partisans. Finalement, il décida de chercher refuge en Égypte. Ce fut son dernier et fatal calcul erroné. Sa mort sur le rivage égyptien ne fut pas un simple meurtre. Ce fut le symbole de la fin de toute une époque. Lorsque César arriva à Alexandrie et qu'on lui offrit en cadeau la tête et l'anneau de son ennemi vaincu, il se détourna, dit-on, et pleura. Pleura-t-il sur Pompée, son ancien gendre et allié, ou sur la République qu'ils avaient tous deux détruite? Nous ne le saurons jamais. Quel est donc l'héritage de Gnaeus Pompeius Magnus? Son destin est l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. C'était un homme qui possédait tous les dons de la fortune, la beauté, la richesse, une chance militaire incroyable. C'était un général brillant, peut-être l'un des meilleurs de l'histoire de Rome. Sa victoire sur les pirates fut un chef-d'œuvre de stratégie et de logistique. Sa conquête de l'Orient changea à jamais la carte du monde. Il fut aussi un administrateur talentueux, sachant non seulement conquérir, mais aussi organiser ses conquêtes. Mais il lui manquait l'essentiel, le génie politique et l'impitoyabilité que possédait pleinement son rival. Pompée était un homme d'une époque de transition, coincé entre deux mondes. Il passa sa vie à violer les lois de la République, obtenant pour lui-même des pouvoirs extraordinaires, mais en même temps, il voulait sincèrement rester son premier citoyen, son protecteur. Il voulait être le grand, mais dans le cadre de l'ancien système. César comprit que ce système était mort et que pour gouverner Rome, il fallait se placer au-dessus de lui. Pompée était un homme qui hésitait toujours au moment décisif. Il n'osa pas poursuivre César après Dyrrhachium. Il céda à la pression des sénateurs à Pharsale. Sa tragédie est celle d'un homme qui a gagné toutes les batailles, sauf la dernière et la plus importante. Les historiens l'évaluent différemment. Pour certains, comme Cicéron, il fut le dernier espoir de la République, fût-il imparfait. Pour d'autres, il ne fut qu'un tyran moins chanceux que César. Mais tous s'accordent à dire qu'il fut l'une des figures les plus brillantes et les plus importantes de l'histoire de Rome. Sa vie, pleine d'ascensions et de chutes incroyables,
est devenue une leçon éternelle sur la façon dont la gloire et la puissance peuvent se transformer en poussière, et comment, dans les grandes époques de rupture, le destin du monde entier peut dépendre de l'affrontement de la volonté de deux titans. Il ne devint pas le fondateur de l'Empire, mais c'est lui qui, avec César, lui ouvrit la voie, en détruisant l'ancienne République qu'ils avaient tous deux si désespérément tenté de commander. Son ombre, l'ombre du grand, est à jamais restée au seuil de l'ère nouvelle qu'il ne lui fut pas donné de voir. Merci de votre attention. Si cette histoire vous a paru intéressante et que vous souhaitez continuer à vous plonger dans les pages les plus passionnantes et dramatiques du passé, abonnez-vous à notre chaîne, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo. De nombreux voyages étonnants dans le temps nous attendent encore.